Bon, maintenant que vous commencez un petit peu à me connaître, vous savez que je suis passionné par les enquêtes criminelles, la psychologie des criminels, etc. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de crime, mais je vais vous parler de droit. En fait, à force de lire des articles sur des affaires, des biographies de tueurs, etc., j'ai commencé à apprendre forcément des choses sur le droit pénal et notamment les procès d'assises. En fait, les procès d'assises, ce qui m'a vraiment passionné et intrigué, c'est qu'on fait appel à des citoyens pour juger la culpabilité d'un accusé. Et ça m'a vraiment passionné. Je me suis juste posé la question comment la société s'organise pour sanctionner les crimes d'une personne tout en lui garantissant en fait le respect des droits fondamentaux et universels dont n'importe qui doit jouir finalement, et aussi les criminels. Dans ce podcast, je vais me baser principalement sur le droit pénal français et j'aurai l'occasion de parler du système pénal d'autres pays, j'espère, dans d'autres podcasts. Voici ce que sont les procès d'assises en France. Et tonton, quelle est l'histoire d'aujourd'hui? C'est pas vraiment une histoire, mon petit Rally, mais ce sont des choses importantes que tu dois savoir. Alors avant de vous parler des procès d'assises à proprement dit, je vous explique rapidement le cadre du droit pénal en France. En gros, le droit pénal, c'est la branche du droit qui réunit toutes les règles que la société impose aux citoyens. Il regroupe du coup aussi les sanctions qui sont données au nom de la société toujours si ces règles-là ne sont pas respectées. Et en France, il existe trois types d'infractions qui sont classées en fonction de la gravité. Et chaque catégorie a son propre tribunal. La première catégorie, ce sont les contraventions. En gros, ce sont les petites règles de base de la société, comme le code de la route, les petites amendes, genre si tu jettes ton mégot de clope par terre, etc. Donc ça, ce sont les contraventions. Elles sont jugées par ce qu'on appelle le tribunal de police. La deuxième catégorie, ce sont les délits. Ce sont les infractions plus graves que les contraventions. Par exemple, les vols, les discriminations, harcèlement. Et elles exposent les auteurs à plusieurs sanctions qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison. Là, c'est le tribunal correctionnel qui se charge de sanctionner ces comportements-là. Et la troisième catégorie, celle qui va moins m'intéresser, ce sont les infractions les plus graves, les crimes, les meurtres, les viols, crimes contre l'humanité, etc. Et là, ce sont les cours d'assises qui jugent ces personnes. Alors si demain vous vous décidez à tuer quelqu'un, voilà ce qui va se passer. Dès qu'une enquête est ouverte, elle est directement confiée à ce qu'on appelle un juge d'instruction, qui, contrairement à ce que son nom indique, ne juge pas, mais il instruit, c'est-à-dire qu'il va diriger l'enquête. C'est lui qui, avec l'aide de la police ou des gendarmes, va essayer de procéder à ce qu'ils appellent la manifestation de la vérité, c'est-à-dire qu'il va essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé. Le juge d'instruction doit diriger l'enquête en toute impartialité, c'est très important. Il doit instruire à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il ne peut pas juste chercher des preuves pour inculper une personne et négliger des éléments qui pourraient le disculper. Ça, c'est très important. Au cours de l'instruction, le juge est amené à prendre des décisions qu'on appelle juridictionnelles. Par exemple, lorsqu'il place quelqu'un sous contrôle judiciaire, qu'il l'oblige à venir pointer une fois par mois au commissariat, il peut mettre quelqu'un en détention provisoire s'il estime qu'il est dangereux ou qu'il a un risque de fuite. Et à la fin de l'instruction, s'il estime qu'il a des charges suffisantes contre toi, le juge prend ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi, c'est-à-dire qu'il va te renvoyer devant le tribunal, la cour d'assises, qui, elle, va juger ou non de ta culpabilité. Alors, comment ça se passe, un procès d'assises? Déjà, il y a le président de la cour d'assises qui est assisté de deux assesseurs, ce sont tous les trois des magistrats, et c'est le président qui va animer les débats. C'est lui qui donne la parole, il interroge les accusés, les témoins, les experts. En gros, il fait en sorte qu'on puisse parfaitement comprendre ce qui s'est passé. Il essaye, par exemple, de relever s'il y a des incohérences dans un témoignage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la cour d'assises n'oppose pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs, les victimes aux accusés, mais elle oppose d'un côté l'ensemble de la société, qu'on appelle ici le ministère public, qui est représenté par l'avocat général, qui lui défend les intérêts de la société. Elle les oppose à l'accusé, du coup, et qui sont bien sûr assistés d'un ou de plusieurs avocats, et on appelle au sens large du terme la défense. Et en France, justement, comme dans plusieurs autres pays, comme les États-Unis par exemple, qui en font beaucoup, ils font appel à ce qu'on appelle un jury populaire. Et en fait, ce sont eux les personnes qui vont rendre le verdict. Et c'est eux qui vont dire si le mec il est coupable ou pas. Et si bien sûr ils décident la culpabilité d'une personne, c'est eux qui fixent aussi la peine. Et les membres du jury, ce sont des citoyens totalement lambda. Ils sont tirés au sort sur les listes électorales.
N'importe qui peut être appelé à devenir juré sur une cour d'assises. C'est un devoir citoyen et vous êtes obligé de le respecter. Et d'ailleurs, vos employeurs sont dans l'obligation de vous libérer pour que vous puissiez siéger. En cour d'assises, le jury est composé de 6 personnes, 9 en cas d'appel. En réalité, on tire au sort beaucoup plus de personnes et au tout début du procès, on va citer un par un le nom, le prénom, la profession et l'âge des personnes tirées au sort. Et là, pour composer les 6 ou les 9 personnes, l'accusation a le droit de récuser 3 personnes, c'est-à-dire refuser qu'elles fassent partie du jury, et 4 pour la défense. Alors pourquoi on fait ça? Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Imaginez par exemple, vous êtes l'avocat d'un braqueur et que le mec a braqué un commerce. Et là, parmi les personnes tirées au sort, vous avez un commerçant. Vous allez forcément le récuser, parce que tu te dis que le mec va forcément s'identifier à la victime, et tu pars déjà avec quelqu'un contre toi. Et des fois, des avocats recusent à la tête, à la façon de marcher, parce que la nana, elle est blonde. En fait, ils ont 3 secondes pour décider, c'est très difficile. Une petite anecdote d'ailleurs très célèbre, Robert Badinter, qui est l'un des avocats les plus importants de l'histoire en France, et c'est d'ailleurs celui qui a aboli la peine de mort, un jour, il plaidait pour sauver la tête d'un mec. Il récuse une femme dès le début pour X raisons, je sais pas pourquoi. Et au final, elle s'est avérée être la présidente de la Ligue des droits de l'homme de la ville où c'était. Et elle était du coup, bien sûr, farouchement contre la peine de mort. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment difficile pour les avocats de récuser une personne. Une fois que le jury est fait, là, les débats commencent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on juge une personne, bien sûr, pour ce qu'elle a fait, mais aussi et surtout pour ce qu'elle est. Et du coup, les 2 parties les plus essentielles du débat, ce sont donc bien sûr les faits qui se sont produits. On va revenir sur l'enquête, on va interroger les témoins, on va analyser les preuves, les expertises. Mais une partie très importante, c'est la personnalité de l'accusé. En fait, on décortique vraiment son enfance, son vécu, sa façon de réfléchir. On va ramener ses enfants, sa femme, ses proches pour qu'ils parlent de lui. On va rapporter aussi des psychiatres, des psychologues qui vont venir l'expertiser. Ils vont rendre un rapport en disant quels sont les traits de sa personnalité, qu'est-ce qui a amené cette personne à commettre ce crime. C'est pour ça que, par exemple, 2 personnes qui ont commis exactement le même crime, le même nombre de coups de couteau, tout ce que vous voulez, ben, au final, elles n'auront pas forcément la même peine parce qu'elles n'ont pas eu le même vécu, la même enfance. Ce sont 2 personnes différentes, en fait. D'ailleurs, au passage, petite précision qui est très importante, des fois, vous avez des gens qui ont commis des crimes absolument abominables et qui ne sont pas jugés. Parce que pour qu'une personne puisse être jugée, il faut qu'elle soit reconnue comme responsable de ses actes. Les personnes qui souffrent d'un trouble mental, une maladie mentale, elles sont considérées comme irresponsables de leurs actes et ne sont pas jugées. Ils échappent à la justice et en général, elles sont internées en hôpital psychiatrique. Bref, pendant les débats, un juré a le droit de poser des questions à l'une des parties, à un témoin, à un expert. En gros, il peut poser des questions à n'importe qui. Un procès d'assises peut durer des fois 2 jours, des fois une semaine, ça peut aller même jusqu'à un mois, surtout quand l'instruction a été longue et qu'il y a plusieurs preuves à analyser, à discuter. Une fois que les débats sont finis, c'est d'abord aux avocats des parties civiles, c'est-à-dire les victimes, de parler et de plaider. Après, c'est l'avocat général qui prend la parole, celui qui défend l'intérêt de la société. Et en général, il demande qu'une peine soit prononcée contre l'accusé ou contre les accusés. Il dit, par exemple, moi je requiers 18 ans de prison contre cette personne ou la réclusion perpétuelle. Enfin, la dernière parole est toujours réservée à la défense. Les avocats de l'accusé argumentent et essayent de convaincre les jurés de l'innocence ou des fois des circonstances atténuantes de leur client. Quand la plaidoirie est finie, le jury et les 3 magistrats, le président et les 2 assesseurs, ils se retirent pour délibérer. Ils se mettent autour d'une table et ils refont un peu toute l'affaire. Chacun donne un peu son avis, dit ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont compris de l'affaire, etc. Les délibérations peuvent durer des fois jusqu'à 8 heures, 10 heures pour les affaires les plus complexes. Et à la fin, ils procèdent tous à des votes. En fait, le jury doit se prononcer sur 2 points essentiels. Le premier point, c'est sur la culpabilité. L'accusé est-il coupable ou non des chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui? Est-ce qu'il a prémédité son crime? Est-ce qu'il a des circonstances aggravantes? Toutes ces questions-là. Le deuxième point, c'est sur la peine. S'il est reconnu coupable, quelle est la peine qu'on va lui donner? Pour qu'une personne soit reconnue coupable, il faut qu'elle ait eu 2 tiers des votes coupables contre elle en France. Concrètement, en première instance, vous avez 3 magistrats et 6 jurés, ça fait 9 personnes. Il faut donc 6 votes coupables pour que la culpabilité soit reconnue. Sinon,
elle est acquittée. Si vous avez 4 personnes sur 9 qui vous disent non coupable, vous êtes totalement acquitté. Une fois le délibéré annoncé, l'une des parties a 10 jours pour faire appel et si c'est le cas, un nouveau procès sera organisé exactement de la même façon dans une autre juridiction avec cette fois-ci 9 jurés populaires. Et tonton, quelle est l'histoire d'aujourd'hui?